Bonjour, nous sommes au Jardin de l'État, c'est la journée des personnes âgées, la journée départementale. C'est dans le cadre de la Semaine Bleue et nous allons parler justement des dispositifs qui sont mis en place par le département. Avec nous Aurélie Nativel, qui est la directrice de l'autonomie au sein du département. Donc voilà, Madame Nativel, on voit plein de personnes âgées là, qui se promènent, qui déambulent dans ce cadre magnifique. Il y a du soleil, le ciel est bleu, les arbres sont verdoyants. On voit des personnes, papy, mamie, mais qui sont tout aussi verdoyants, et verts, je dirais, parce qu'ils sont bien en bonne santé, en pleine forme. Nous, on va parler, on va braquer les projecteurs sur les dispositifs qui sont mis en place par le département pour ces personnes âgées. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu les dispositifs qui existent justement? Alors, bonjour à tous. Merci de nous donner l'occasion de parler des dispositifs mis en place par le département. Le département de la Réunion est là pour accompagner les personnes de plus de 60 ans dans leur vieillissement, pour qu'ils aient un vieillissement le plus optimal possible. Alors il y a des actions qui sont mises en place qui sont des actions de prévention, d'accord, mais il y a également des actions qui sont là pour accompagner le maintien de domicile et le maintien de l'autonomie des usagers. D'accord, voilà. Si vous voulez bien, on va rentrer, on va parler dispositif par dispositif. Okay. Si je vous dis l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Oui. Il y a combien de personnes perçoivent cette allocation à peu près ici? Alors, je pense ne pas me tromper en disant qu'on atteindra d'ici la fin de l'année les 20 000 personnes qui ont l'APA. Oui. Ce sont petits non gâtés, c'est l'APA. L'APA, oui. Et donc, cette APA, elle sert selon une évaluation et les besoins des personnes, à compenser et à aider les gens à réaliser les actes quotidiens. À domicile. Ça peut être par exemple faire à manger, ça peut être mais aussi bien évidemment le ménage, tout ça, mais pas seulement, c'est aussi un accompagnement à la vie sociale. C'est-à-dire on peut vous aider aussi à sortir pour faire les courses, pour faire à manger. L'idée c'est que la personne âgée soit toujours en autonomie avec l'aide nécessaire quand il le faut. D'accord, c'est le département accorde une aide financière ou paye quelqu'un, un homme ou une femme, pour aider justement cette personne âgée dans ses occupations quotidiennes? C'est ça. Oui. Alors, donc, bien évidemment, il y a une demande qui est faite au département, oui. Une évaluation qui va voir quels sont les besoins de la personne. Une fois que ça c'est fait, on va mettre en place l'aide. Comment ça se met en place concrètement? Oui. Concrètement, il y a soit quelqu'un qui va être employé par la personne âgée, soit un prestataire. Oui. Et donc tous les jours, que ce soit par un prestataire ou quelqu'un qu'on emploie directement, quelqu'un viendra à domicile et réaliser en fait avec les personnes âgées selon ses besoins et sa volonté, parce que c'est la personne âgée qui reste acteur de son plan d'aide. Oui. Et à ce moment-là, la personne va venir et l'aider à faire ce qu'il a besoin de faire pour vivre à domicile tout seul. D'accord. Voilà. Vous nous dites qu'il y a à peu près 20 000 personnes concernées par ce dispositif, mais il y a peut-être des personnes âgées qui ne le savent pas, qui ne savent pas comment faire justement la démarche. C'est vrai. Oui. Il y a des personnes qui ne savent peut-être pas pour deux raisons. La première, c'est que souvent les gens pensent qu'il y a une condition de ressources pour avoir l'APA. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Tout le monde a droit à l'APA en fonction de son niveau d'autonomie. La condition de ressources arrive en deuxième plan. Et en fait, selon qu'on ait des revenus importants ou pas, on va participer plus ou moins, on va payer plus ou moins par rapport au plan d'aide. D'accord? Mais la première notion qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'autonomie de la personne qui va faire en sorte que les gens aient droit à ce dispositif. Ensuite, quelquefois, tous les dispositifs, il faut faire des démarches en fait pour les avoir. Donc, le plus simple pour les gens, c'est soit d'aller au service des ASA, Action sociale pour adultes, oui. Et qui va... Ça se trouve où dans les antennes du département? Alors, il y a 4 ASA. Oui. Alors, il y en a une qui est à Saint-Denis, rue Sainte-Marie. Oui. À Saint-André, c'est rue de la Gare. Oui. À Saint-Pierre, rue Archambault. Et dans l'ouest, c'est à Plateau-Caillou. Et pour les gens, en fait, qui sont un peu éloignés de ces points-là, le premier point où il faut se rendre, quand on a un souci, enfin, quand on prend de l'âge et qu'on a besoin d'aide, ça reste le CCAS. Donc, tous les CCAS ont des dossiers, en fait, d'aide sociale aux adultes. Les CCAS dans les mairies? Dans, voilà, chaque commune, en fait. Et on fait le dossier à ce moment-là, à cet endroit-là. Après, le dossier, il va suivre sa petite vie. Et au bout de l'évaluation, l'aide va être mise en place. D'accord. Et quand on dit personne âgée pour avoir droit à cette aide, personne âgée, c'est à partir de 60 ans? Oui. D'accord. Pour l'APA, c'est 60 ans. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est pour l'APA.
20 000 personnes, mais il y en a d'autres peut-être qui pourraient en bénéficier et en fonction des explications que vous venez de nous donner. Donc il faut s'adresser auprès des CCAS, dans les mairies ou sinon dans les 4 antennes que vous avez indiquées. C'est ça. Alors, il y a d'autres dispositifs, on va peut-être pas tous les passer en revue là pendant 20 minutes, mais il y a aussi, mais ça ne rejoint pas un petit peu l'aide ménagère? Alors, l'APA, c'est un peu technique ce que je vais vous expliquer, mais on ne peut pas s'y soustraire finalement. L'aide ménagère, c'est pour des gens qui sont encore autonomes, mais qui pour autant, en fait, c'est un dispositif plus de prévention. D'accord. C'est des gens qui sont encore autonomes. Là, il y a une condition de ressources. Il faut toucher en gros, le plafond, c'est le minimum vieillesse. D'accord. C'est pour les gens qui ont moins et qui sont autonomes, mais qui, avec de l'aide, vont le rester. D'accord. Pour l'APA, il y a déjà une notion de perte d'autonomie. Ah, d'accord. Mais l'aide ménagère, c'est-à-dire là, c'est quelqu'un qui vient faire quelques heures de ménage chez la personne âgée. C'est ça. Mais pas tous les jours, je crois. C'est pas tous les jours. Alors, il y a un plan d'aide aussi, et c'est 30 heures maximum par mois. D'accord. Et alors, contrairement à l'APA, l'aide ménagère, c'est à partir de 65 ans. Et il y a une condition. Le critère vraiment important, c'est le critère de ressources, qu'il n'y a pas quand on a l'APA. D'accord. Et critère de ressources, ça veut dire c'est en fonction du minimum vieillesse. Oui. Mais plus la personne va toucher, moins la participation du département sera... Ça, c'est pour l'APA. Ça, c'est pour l'APA. Ça, c'est pour l'APA. Pour l'aide ménagère, la personne finance à peu près 10% de son plan d'aide. D'accord. Alors, ça, c'est l'aide ménagère. On va parler un petit peu maintenant de tout ce qui est hébergement. Je crois que vous gérez également ce qu'on appelle les EHPAD. Oui. D'accord. Ça, c'est... Alors, rappelez-nous un petit peu ce que c'est l'EHPAD. C'est l'hébergement, c'est des établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes. Oui. Voilà. À La Réunion, il y a à peu près 24 EHPAD et 1500 places. D'accord. Donc l'EHPAD, c'est vraiment pour les gens qui ne peuvent plus être à domicile. Et ça, c'est à partir de quel âge? C'est pas une question d'âge. Il faut savoir qu'à La Réunion, par exemple, on entre à l'EHPAD quasiment 10 ans avant qu'en métropole. D'accord. Parce qu'en fait, il y a un niveau d'autonomie à La Réunion, les conditions de vie ont été plus difficiles. D'accord. Et finalement, les gens sont dans un état de santé plus dégradé, on va dire, et on entre à l'EHPAD plus tôt. Donc c'est pas question d'âge. On peut rentrer à l'EHPAD à partir de 60 ans. Oui. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, les gens, 8 personnes sur 10, ils vous disent « Moi, je veux vieillir à ma case ». Oui, à ma case, c'est justement. À ma case. Par contre, donc, les gens restent grâce à l'APA à domicile le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, quand c'est plus possible parce que les aidants sont fatigués, parce qu'il faut du soin continu, on va à l'EHPAD. Donc il faut retenir que l'EHPAD, c'est pour les personnes les plus dépendantes finalement, ou sinon des publics Alzheimer. D'accord, qui sont déambulants, qui ont besoin d'un environnement sécurisé. Donc on y entre à partir de 60 ans. On parle souvent de l'incapacité, de comment est-ce qu'on finance cette EHPAD. C'est plutôt facile finalement, enfin facile, mais à comprendre en fait. La personne âgée finance à hauteur de 90% de ses ressources, quel que soit le montant de ses ressources. D'accord. Ensuite, on va faire intervenir les obligés alimentaires, les enfants. D'accord. S'ils ont les moyens de payer. Si des gens n'ont pas les moyens de payer, ils ne payent pas. Et ensuite, c'est le département qui va venir financer tout le reste. D'accord. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de récupération sur succession. Souvent, les gens, ils se disent « Ah, je ne veux pas aller à l'EHPAD, quand je vais mourir demain, on va demander à mes enfants de rembourser. » Oui, c'est ça, effectivement. C'est ce qu'on a entendu, ça, souvent. C'est faux. D'accord. C'est faux. Et c'est important de dire que ce n'est pas vrai, parce que du coup, il y a plein de gens qui auraient sûrement besoin d'aller dans un EHPAD. Peut-être qu'il y a une liste d'attente, c'est sûr, mais qui auraient une place et qui ne vont pas parce qu'ils croient en fait qu'ils vont léser les enfants demain. D'accord. Mais justement, j'allais vous parler des places, puisque vous parlez de liste d'attente. On parle de l'EHPAD. Présenté comme ça, c'est l'idéal pour une personne qui est arrivée à un certain âge et qui en plus est dépendante, mais il n'y a pas le nombre de places suffisant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en moyenne 6 mois sur une liste d'attente. C'est-à-dire que souvent, les personnes, les familles, pour des raisons diverses et variées, en fait, rechignent, ils disent « Ah ben j'ai pas envie de placer ». Et quand on va aller vers l'EHPAD, on est vraiment à un moment donné où on est en situation de rupture. C'est que c'est plus possible à la maison. Mais si on s'y prend un petit peu avant et qu'on anticipe en se disant peut-être que demain je m'inscris toujours, on ne sait jamais,
la durée moyenne sur, sur la liste d'attente, c'est 6 mois. D'accord. Et donc, en fait, ce qu'il faut conseiller aux gens la plupart du temps, c'est de vraiment anticiper, de faire ces démarches-là. Et c'est pas parce qu'on fait la démarche d'inscription à l'EHPAD et de demande d'aide sociale pour avoir la participation du département qu'on va être obligé de faire. Mais au moins, le nécessaire est anticiper, ouais. Oui. Si les gens anticipent, en général, on peut trouver de la place. D'accord. Je crois savoir, et là je m'adresse effectivement au public qui pourrait être concerné, qu'il y a 2 projets d'EHPAD là bientôt, c'est dans le sud et dans l'est, de 100 places chacun. Alors, le département de La Réunion s'est engagé avec l'ARS à une stratégie d'hébergement qui va être renforcée. Oui. Donc l'engagement, c'est 500 places d'EHPAD. D'ici à 2030, hein. 2027. 27. Donc 5 EHPAD. D'accord. Donc on a déjà lancé 2 appels à projets. Donc un 200 places, enfin 200 places chacun. 200 places chacun. Voilà, un à Brapanon, un à Petite-Île. D'accord. Dans les mois qui viennent, on devrait lancer 3 autres appels à projets pour avoir ces 5 EHPAD. Et là, pareil, pour la démarche à faire, c'est le service. Alors là, nous déjà, là pour l'instant, les usagers ne peuvent rien faire parce que on doit attendre. Il faut attendre que l'EHPAD soit construit finalement, parce qu'on va construire. Mais après, la démarche, c'est aller voir les mêmes services, faire une demande d'aide sociale à l'hébergement pour qu'on fasse on remplit le dossier et on contacte les EHPAD pour s'inscrire au niveau des EHPAD. D'accord. Alors, donc là, on a parlé de l'EHPAD. Après, l'accueil familial, c'est quoi? L'accueil familial, tout à l'heure, je vous ai dit, l'EHPAD, c'est 1500 places. Oui. À La Réunion, l'accueil familial, c'est 1500 places aussi. On n'est pas peu fiers de dire que le département de La Réunion est le département au niveau de la France le plus important en accueil familial. C'est chez nous, nous sommes les champions de l'accueil familial. Alors, mais ça veut dire quoi, accueil familial? Ça veut dire en fait que pour les gens qui ne veulent pas aller en institution, il y a d'autres solutions. L'autre solution, et la première, c'est l'accueil familial, c'est aller, c'est la personne est accueillie au sein d'une famille qui est agréée par le département. Pour agréer cette famille-là, il y a des conditions bien évidemment de logement, de sécurité, d'hygiène. C'est ça. Mais après, la personne qui ne veut pas aller dans une... Parce que l'EHPAD, c'est des grosses structures. Qui veut rester dans un cadre familial, et ben dans ce cas-là, elle se rapproche également des services. Et après, là, on est plus dans une histoire de rencontre. La personne âgée doit rencontrer sa famille d'accueil et quelque chose doit se jouer en particulier. Vous voyez? Mais alors, vous savez, pour moi, qui suis un peu néophyte, quand on dit accueil familial, moi je pensais que c'est l'enfant de la dame ou du monsieur qui s'occupe de sa maman ou de son papa, ou de son grand-père ou de sa grand-mère, et qui pourrait être payé par le département. Est-ce que ça existe? Alors, dans le cadre de l'accueil familial, on ne peut pas accueillir ses proches. D'accord. Par contre, l'APA permet, quand on salarie la personne, c'est un peu technique, c'est vrai, mais on peut être employeur quand on a l'APA, et là on peut employer ses enfants, on peut employer qui on veut, même ses enfants. Par contre, on ne peut pas employer son conjoint. Parce qu'il y a un devoir de secours et d'assistance entre les conjoints. D'accord. Donc là, vous nous dites, par exemple, au niveau de l'accueil familial, il y a 24 familles agréées? 24 familles agréées, non. 6, presque 700. Ah, 700. Presque 700 familles agréées. Il y en a partout dans l'île. C'est l'EHPAD ou 24 EHPAD? 24 EHPAD, c'est ça. Et donc, auprès de 700 familles agréées qui peuvent accueillir jusqu'à combien de personnes âgées? 3 personnes maximum en simultané. On peut aller au-delà. On peut aller à 4 si parmi les personnes accueillies, un couple. Et là, les conditions, par exemple, pour la taille de la chambre sont un peu différentes. Mais on remarque qu'on accueille rarement des couples. On voit bien que c'est souvent les situations de veuvage qui entraînent un accueil, soit en famille d'accueil d'ailleurs, soit en hébergement institutionnel. D'accord. Alors, là, si moi, je veux être famille d'accueil, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Concrètement, vous écrivez au président du département, vous lui dites « Monsieur le Président, je suis intéressé, je souhaiterais être famille d'accueil ». Suite à ça, on va vous inviter à une réunion d'information. D'accord, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Peut-être que vous allez vous dire c'est pour moi, et peut-être que vous vous direz c'est pas mon affaire du tout. En fonction des conditions à remplir. C'est ça, c'est pas mon affaire, mais il ne veut pas faire ça. Donc si vous vous engagez à ce moment-là, on entre dans un processus d'agrément. Donc vous allez remplir un dossier. Des équipes vont venir vérifier chez vous les conditions d'accueil. On va demander aussi l'avis à votre famille parce que c'est un engagement familial. Si vous avez des enfants, avoir quelque chose qui vient, quelqu'un qui vient chez vous, ça bouleverse la famille. Donc on va faire des entretiens psychologiques et si jamais ça fonctionne, vous serez agréé et vous pourrez recueillir des gens chez vous. D'accord. L'agrément, on prend 4 mois. D'accord, mais là, par exemple,
moi qui fais cette demande, après j'ai une aide financière? Alors, c'est pas vous qui avez l'aide, Oui. c'est la personne âgée. D'accord. Qui devient votre employeur. D'accord. Qui devient votre employeur. Et de la même façon, en fait, on va mettre en place l'APA et on va cumuler l'APA à l'aide sociale à l'hébergement pour permettre en fait de financer votre prise en charge. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour l'EHPAD fonctionne pour la famille d'accueil aussi. Toujours en premier, les ressources de la personne âgée, celles de ses enfants, mais je tiens vraiment à ce que les gens entendent que c'est que à hauteur de ce qu'ils sont capables de payer. Souvent on vous dit ah oui, il y a des EHPAD, c'est que pour les riches. Ouais. Vous entendez souvent ça. Alors, pour que ce soit clair, un EHPAD, c'est 75 € en moyenne par jour. Sur ces 75 €, vous faites x30. Ensuite, la personne âgée, si elle met mettre 800, elle met 800. Si sa famille peut mettre 50 €, c'est 50. Si c'est 500, c'est 500. Et tout le reste, c'est le département. Ah oui, d'accord. Et donc, quels que soient les revenus des personnes, ils ont accès à l'EHPAD. Et il y a des EHPAD de qualité aujourd'hui. Tout à fait, mais après c'est une question de place et il faut un peu de patience. C'est ça. Alors, accueil familial, maintenant maison d'accueillants familiaux, ça veut dire quoi? Alors, maison d'accueillants familiaux. L'accueil familial, c'est des personnes qui accueillent chez elles. Oui. D'accord? Et chez elles, dans leur case, avec leur famille. Et les MAF, c'est un regroupement d'accueillants familiaux. C'est en fait une association ou un CCAS qui va décider d'employer les accueillants familiaux. Donc il y a souvent en fait plusieurs cases à côté. Et là en fait, l'accueil va être organisé par une institution, mais ce sera toujours de l'accueil familial dans l'esprit. La personne pourra toujours faire son manger, participer aux courses, au ménage, être autonome dans sa structure. Et il y a combien de maisons d'accueil familial? Alors aujourd'hui, on en a 5. MAF. On a 5 MAF aujourd'hui, mais on a une dizaine de projets qui émergent. D'accord. Voilà, on devrait en ouvrir d'ici la fin de l'année encore. Voilà. Après, il y a un dispositif que les gens connaissent également très bien et qui fonctionne depuis quelques années maintenant, c'est le chèque santé. Oui. C'est quoi le chèque santé? Alors, le chèque santé, il a été créé en 2007. L'idée, c'est de faire en sorte que les personnes âgées, vous savez, plus on vieillit, plus la mutuelle coûte cher. Et pendant très longtemps, il y a des gens qui ont renoncé à payer la mutuelle. Et donc en fait, le chèque santé, c'est comment est-ce qu'on peut, le département vient aider la personne âgée à financer sa mutuelle et il n'y a plus de reste à charge en fait. Mais il y a des conditions quand même à remplir. Il faut avoir ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire qui est versée par la CGSS. Et donc nous, on vient en complément de cette aide-là qui fait qu'il n'y a plus de reste à charge pour les personnes. On a aujourd'hui 23 000 bénéficiaires. 23 000 bénéficiaires. D'accord. 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Alors, chèque santé, après il y a encore d'autres dispositifs, passe loisirs, passe transport, tout ça c'est pour vraiment faciliter les conditions de vie des personnes âgées. Eh ben non. Pourquoi? Parce que le passe loisir, passe transport, c'est d'abord destiné aux personnes handicapées. C'est d'abord pour les personnes en situation de handicap. Et les gens qui, après 60 ans, continuent à l'avoir, c'est parce qu'ils ont été en situation de handicap reconnu par la MDPH avant. D'accord. Donc c'est pas spécifiquement un dispositif pour les personnes âgées. D'accord. Mais il n'y a pas des personnes âgées valides qui peuvent bénéficier de la gratuité des transports en commun à partir de 60 ans? Si, mais là du coup, c'est pas le département qui intervient, c'est la région via Réunipass. D'accord. Voilà. Et donc, passe loisir, passe transport, c'est vraiment pour les personnes porteuses de handicap? C'est ça. D'accord. L'axe d'entrée, c'est celui-là. Alors, il y a une autre question, et là, pas plus tard que tout à l'heure, dans les allées, là, en déambulant un petit peu, j'ai été interpellé par des personnes âgées. La question, elle est relative à l'amélioration de l'habitat. Je suis un grand monde, ma maison, il y a le toit qui coule, j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je peux faire pour bénéficier d'une aide, justement, afin de pouvoir améliorer mon case? Vous avez raison. Si on dit finalement qu'on veut rester à domicile, il faut que le domicile puisse permettre qu'on reste à domicile. Alors, soit la personne âgée est locataire. Et là, c'est son propriétaire qui est chargé de lui donner un logement décent. D'accord, le toit il coule, il n'est pas normal. D'accord, soit elle est elle-même propriétaire, mais elle n'a pas les ressources nécessaires. Et donc, sous condition de ressources, le département peut intervenir en fait et faire des travaux relatifs à l'amélioration de l'habitat. Ça va être des travaux de réfection de toiture, comme vous venez de dire, mais aussi des travaux, par exemple, sur la douche. On va tirer les baignoires, on va mettre une douche italienne pour faire en sorte que les personnes restent à domicile. Et là, il faut s'adresser à la direction de l'habitat. Direction de l'habitat. Voilà. D'accord. Et direction de l'habitat, c'est à Saint-Denis? Alors oui, c'est à Saint-Denis. Mais vous savez, la plupart du temps, il faut les. Alors, j'ai pas leur numéro sur moi, je suis désolée, mais il faut les contacter. Et en fait, on fait un dossier d'amélioration de l'habitat. Il y a un technicien qui passe, qui va évaluer de quoi il y a besoin. Et après, la personne âgée va avoir les travaux chez elle. D'accord. Donc, il y a quand même des conditions à remplir. Je ne sais pas systématiquement. Non, il faut déjà être propriétaire. Il y a des conditions de ressources. D'accord.
Alors, donc on a parlé de tous ces dispositifs. Il y a un autre dispositif, c'est la carte mobilité inclusion. Oui. CMI. Alors CMI, c'est le nouveau TINO Oui. pour les cartes d'avant. D'accord. Avant, vous aviez les grandes cartes là. C'était les cartes de stationnement, les cartes de priorité et les cartes d'invalidité. Voilà, pour les personnes handicapées, oui. C'est pour les personnes handicapées, mais depuis récemment, depuis quelques années, les personnes qui sont à l'APA en GIR 1 et 2 ont automatiquement droit à la carte d'invalidité. Donc quand ils vont faire leur plan d'aide et qu'on va leur dire vous êtes GIR 1, 2, on va leur donner cette carte. C'est important parce que ça leur donne droit à des avantages. Donc bien évidemment le stationnement et aussi tout ce qui est la queue, tout ça, dans les supermarchés, mais ça donne aussi une de mes parts d'impôt supplémentaires. Et donc en termes de ressources, c'est important pour des personnes parce que ça vise en fait à aider les gens à financer leur perte d'autonomie. D'accord. Ça veut dire globalement, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, le département aide combien de personnes âgées à La Réunion? Beaucoup? Ah ben, si on compte les 20 000 de l'APA, les 8 000 de l'aide ménagère, on est à 80 000 personnes facilement. D'accord. Alors, donc c'était très intéressant tout ça, Madame Nativelle, mais le temps passe très vite. C'est vrai. Et on aura l'occasion, quand vous allez re-regarder l'émission, de mettre les coordonnées téléphoniques. On va préciser tout ça. Et moi, je n'ai plus qu'à vous remercier et puis de vous dire de passer une bonne journée. Et merci de nous avoir regardé. Merci à vous. Et puis bonne journée également. Bonne journée. Merci.